Michel, très heureux, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver Michel pour cette soirée de lancement de Front Populaire que nous allons vivre en live pour la sortie donc de ce nouveau numéro, Front Populaire numéro 6, un numéro consacré à l'insécurité qui, rappelons-le, n'est ni un fantasme ni une fatalité. C'est titré Le droit à la sécurité contre l'ensauvagement. On y traite de la haine anti-flic, du laxisme judiciaire, des violences, de la criminalité, des trafics de tous ordres, du laxisme, de la réponse judiciaire, du terrorisme aussi, et des zones de non-droit. Voilà bien une indispensable lecture pour comprendre ce qui sera un des grands enjeux de la prochaine campagne présidentielle en 2022. C'est notre 6e numéro qui est en vente dès aujourd'hui en kiosque et en librairie. En voici sa bande-annonce et on se retrouve avec Michel dans un instant. Alors Michel, on a retenu le droit à la sécurité comme titre pour ce numéro 6 de Front Populaire. On ne se trompe pas beaucoup quand on veut parler d'insécurité, puisqu'on voit que l'actualité nous ramène sans arrêt à la question de l'insécurité. Cet été, on rappelle que nous avons assisté à l'assassinat du prêtre Olivier Maire. Et puis cette semaine, c'était Marseille qui s'est invité à la une de l'actualité avec le déplacement du président de la République sur place. La sécurité, c'est une grande question qui est assez peu traitée finalement. C'est le grand échec aussi du président Macron depuis 2017. On le démontre dans son numéro, la situation s'est aggravée depuis 30 ans, mais en particulier sous sa présidence. Alors commençons peut-être ensemble avec une question d'actualité. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette séquence marseillaise précisément ? On a bien compris que dès que Macron a été élu, il a commencé à travailler à sa réélection. Les gens disent aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas déjà parti en campagne? Je rappelle que ça va bientôt faire 5 ans qu'il est en campagne, et que je pense que le jour où cet homme est élu, il met en place une commission ou un groupe qui travaille à sa réélection, et de fait, tout ce qu'il fait n'a rien à voir avec la France, n'a rien à voir avec l'état de la France, mais a à voir avec sa réélection. Donc le petit tour à Marseille s'est fait effectivement pour montrer qu'il est près des gens, qu'il est soucieux de ce qui se passe véritablement, et qu'il arrive avec du pognon de dingue. En fait, c'est son expression. Il a vraiment l'impression qu'en amenant des valises remplies d'argent, on va régler le problème. Et c'est ça qui est assez sidérant, c'est-à-dire c'est l'indigence de la pensée de ce monsieur, qui est aussi l'indigence de la pensée des socialistes, car il est socialiste, je ne vois pas grande différence par le style, mais avec Hollande, ni même avec Sarkozy, ce sont des gens qui sont dans les logiques d'effet d'annonce, et ils nous disent, il y a de la drogue, il y a de la sécurité, il y a des crimes, tout le monde sait désormais qu'il y a des contrôles qui sont effectués par des gens qui disent, ben voilà, nous ici on a un poste de police, c'est nous qui gérons, vous faites voir vos papiers, on fait notre trafic, notre business, vous n'allez tout de même pas nous ennuyer avec ça, des checkpoints, comme on dit, comme si c'était le mur de Berlin, vous avez le droit de passer, vous n'avez pas... Donc tout le monde le sait. La droite et la gauche, et tout le monde y répond de manière idéologique. Ce qui est assez intéressant, c'est que à droite, on nous dit répression, répression. Je viens d'apprendre que là, quand les enfants auront trinqué, ce seront les parents qui trinqueront, quand auront bu du moins, ce seront les parents qui trinqueront. On dit maintenant, ces gens n'auront plus le droit au HLM. On rêve. Je pense que dans ces cas-là, on va rendre responsables les parents d'Emmanuel Macron de son gouvernement, comme il fonctionne. C'est-à-dire les gens ne sont plus coupables de ce qu'ils font, mais ils sont coupables d'avoir eu des enfants qui font mal ou qui font bien. Donc ça, c'est la droite, réponse sécuritaire. Et puis la gauche, c'est il nous faut des sous, il nous faut de l'argent, encore de l'argent, des travailleurs sociaux, de l'argent pour avoir des magistrats, de l'argent pour avoir... Pas de la police, parce que, bon, voilà. Je voudrais profiter de notre moment passé ensemble pour dire du bien du patron du Parti communiste français. Parce qu'il se dissocie de l'islamo-gauchisme de Mélenchon, et qui nous dit qu'effectivement, George Floyd c'est formidable, que les Traoré c'est formidable, que les policiers sont d'une certaine manière des factieux, des fascistes, qui ne sont pas républicains. Il faut voir le boulot que fait la police. Coup de chapeau à la police, qui fait un travail formidable et qui n'est ni soutenu, ni épaulé, etc. Et d'un seul coup, le Parti communiste retrouve
les accents qu'on lui émet. C'est-à-dire qu'effectivement, le PC dit qu'il y a un droit à la sécurité. Nous, on a trouvé ce titre. Notre titre, oui. On a trouvé ce titre il y a quelques temps maintenant. Ouais. Et il y a quelques jours, je lisais dans le Figaro un entretien avec le patron du Parti communiste français. D'un seul coup, il parle lui aussi du droit à la sécurité. Donc ça veut dire effectivement que on retrouve cette idée qui est constitutionnelle, qui est effectivement la sûreté. C'est un droit, c'est l'un des droits de l'homme. Ce n'est ni une préoccupation de gauche, ni une préoccupation de droite, c'est une préoccupation de tous. Absolument. Les gens de droite, enfin, disons les gens qui ont de l'argent, peuvent choisir les beaux quartiers. Il n'y a pas de problème quand on a le fameux pognon de dingue de l'autre, là. On regarde où on veut habiter, on n'habite pas dans ces quartiers nord à Marseille, là. Si on y est, c'est qu'effectivement, on fait partie des pauvres. Donc effectivement, l'insécurité, ce sont les pauvres qui en subissent les effets, la conséquence, pas les riches. Eux, ils ont BHL disait l'autre fois, je vends l'une de mes villas, c'est compliqué d'avoir une maison à Tanger, une autre à Marrakech, une autre à New York, une autre à Paris, c'est tellement compliqué. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix, et ils n'habitent là que parce qu'ils sont contraints d'y habiter. Donc d'un seul coup, si cette gauche-là, la gauche du Parti communiste, est capable de retrouver les fondamentaux, c'est-à-dire que les victimes de l'insécurité sont d'abord les gens simples, les gens pauvres, les gens modestes, les gens sans argent. Les autres, ils choisissent d'autres quartiers. Je trouve que ce serait bien, et on renouerait un peu avec la tradition de Jean-Pierre Chevènement, de penser à gauche la question de la sécurité ou de l'insécurité, en cessant de dire c'est un enjeu idéologique, mais c'est un enjeu républicain, c'est un enjeu pour la France. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec... C'est ce qu'on a essayé de penser dans ce numéro. Alors comment on est arrivé à cette situation d'insécurité ? Est-ce que c'est seulement la faute d'un laxisme judiciaire ? Dans un instant, on va demander leur avis à Béatrice Brugère, magistrate secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, qui est un peu le FO Magistrat, et puis notre spécialiste à Front Populaire des questions juridiques, Régis de Castelnau. Ils ont donné l'un et l'autre une contribution à ce numéro, mais je voulais juste, avant de les accueillir, que vous regardiez cet extrait de la situation du trafic de drogue à Marseille. Les réseaux de drogue, essentiellement de cannabis et de cocaïne, gérés souvent depuis l'étranger, se sont multipliés à Marseille. Les policiers identifient actuellement plus de 150 points de vente, qui s'étendent désormais dans toute la ville, le nord, le centre-ville, y compris les quartiers plus aisés au sud. Et cela rapporte gros, entre 10 et 15 millions d'euros par mois. L'économie du trafic de stupéfiants ne fait qu'augmenter. Alors on est très heureux d'accueillir Béatrice Brugère. Je rappelle que vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, qui est un peu FO Magistrat, si je suis bien renseigné. Et puis notre responsable justice à Front Populaire, Régis de Castelnau. Et évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser à tous les deux, qui je rappelle sont auteurs de contributions dans notre nouveau numéro, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à une telle situation d'insécurité en 30 ans ? Si on devait le faire bref. La question est épineuse. Il faut d'abord répondre à la question, sommes-nous dans une situation où l'insécurité s'est aggravée, hein? Je pense que c'est la première question à se poser. Et je crois que dans le nouveau numéro de Front Populaire... Oui, et apporte la démonstration. Voilà, et le titre de l'article de Béatrice, c'est insécurité ou sentiment d'insécurité, hein, ce qui a été très longtemps utilisé par une certaine politique, on va dire, de gauche sociétaliste, pour dire que c'était un sentiment, y compris par le nouveau garde des Sceaux d'ailleurs, hein, quand il est arrivé. Je trouve que c'est une présentation qui est absurde. Ce qui compte, c'est le sentiment d'insécurité, c'est comment on appréhende le réel. Je veux dire ensuite, aligner les statistiques, ça n'est pas très intéressant, parce que ça permet uniquement de dire aux gens, bah, écoutez, finalement, elle n'a pas augmenté, parce qu'on a fait les additions, et c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis désolé, c'est la façon dont les gens massivement le ressentent, et toutes les études d'opinion le démontrent, hein, massivement, cette insécurité, ce sentiment d'insécurité, on ne sort pas de la même façon, on ferme les maisons pas de la même façon, enfin, il y a eu tout un tas d'évolutions qui ont eu lieu, liées au fait qu'il y avait cette insécurité qui augmentait, ne serait-ce que dans la perception que pouvaient en avoir les gens. Moi, privilège de l'âge, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns, hein, j'ai connu une France où il y avait de la délinquance, il y avait de la violence. Hein, et globalement, d'ailleurs, je pense que Steven Pinker n'a pas tort quand il dit que depuis 200 ans, la violence a reculé dans nos sociétés. Il n'empêche quand même que ça, c'est une violence particulière et qui pourrit la vie des gens. Et donc, d'ailleurs, ce sont les couches populaires qui sont les premières victimes. Béatrice.
Oui, alors la question, si vous voulez, de la mesure de l'insécurité et du sentiment aussi d'insécurité est très complexe en France dans la mesure où on a peu d'éléments fiables et de données fiables et d'indicateurs. Et c'est quelque chose d'assez culturel en France par rapport aux autres pays européens qui, depuis longtemps, ont investi beaucoup plus que nous dans la recherche et dans des statistiques qui sont plus indépendantes et extrêmement plus précises. Donc, on a toujours des discours qui sont extrêmement compliqués parce que chacun donne son sentiment, justement, sur la vision qu'il a de l'insécurité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même des indicateurs qui sont précis, comme celui, par exemple, que le professeur Bauer a déjà mis en avant, qui est le taux d'homicidité. Ça, ça mérite d'être expliqué, le taux d'homicidité. Moi, je dois dire que c'est la première fois que j'en entendais parler. Oui, alors en fait, c'est un indicateur intéressant qui permet de mesurer le nombre de morts évidemment criminelles sur un laps de temps. Et c'est ce taux d'homicidité, on voit s'il est stable ou s'il augmente, est un indicateur d'une extrême violence ou non. Or, on a eu l'impression que pendant des années, justement, il avait plutôt tendance à être stable, voire à la baisse, ce qui laisse tous les sociologues dire en général qu'on avait maîtrisé une forme de violence sur le haut du spectre. Et une étude que le professeur Bauer a mis en avant démontrerait que, en effet, ce taux est reparti à la hausse. Ça fait écho, par exemple, avec les événements récents de ce qui s'est passé à Marseille, où on voit justement des règlements de compte extrêmement importants, même si Marseille est une situation un petit peu particulière. Donc, on a une difficulté de méthodologie en France pour évaluer ce qu'on appelle la montée ou non de l'insécurité. Du coup, ça devient un enjeu politique, au lieu d'être un enjeu, j'allais dire, épistémologique, ça devient un enjeu politique où on a des discours un petit peu binaires qui simplifient la réalité. Parce que la criminalité, c'est comme, j'allais dire, la maladie. Il y a autant de maladies qu'il y a de formes de criminalité. Donc, de quoi parle-t-on? Et puis, l'insécurité touche des domaines maintenant beaucoup plus variés, puisqu'on est dans une économie qui est extrêmement mondialisée, dans des sociétés qui sont extrêmement ouvertes, avec des nouvelles formes aussi de modalités de criminalité qui fait qu'on peut avoir de l'insécurité qui va, et on l'a vu dernièrement avec la pandémie, des problèmes de sanitaire, des problèmes financiers, des problèmes écologiques, des problèmes alimentaires. Donc la sécurité, elle touche tous les domaines de la vie. Et en réalité, c'est pas ce qui est le plus visible, à mon avis, qui est le plus important. Ce qu'il faut essayer de capter, c'est quelles sont les nouvelles formes de criminalité et les nouveaux enjeux d'insécurité. Et sur ces nouveaux enjeux, et je termine juste ma phrase, je pense que nos données personnelles sont un véritable enjeu et c'est un sujet qui émerge peu dans le débat public. Alors, est-ce que, puisque c'est le titre de Front Populaire, ce nouveau numéro, est-ce que c'est un droit ? Est-ce qu'on a le droit citoyen à la sécurité, justement? C'est une revendication, en tout cas, que Front Populaire fait elle, mais est-ce que, enfin fait lui, pardon, mais est-ce que c'est un véritable droit, le droit à la sécurité? On parlait du droit à la sûreté, Michel. Constitutionnellement, qu'est-ce que prévoit le droit? Qu'est-ce que dit le droit? Qu'est-ce que dit la philosophie constitutionnelle? J'aimerais réagir sur vos deux interventions parce que je voudrais faire le philosophe dans l'aventure, là, et faire une espèce de généalogie de l'insécurité. Parce qu'on peut toujours dire qu'il faut des instruments de mesure, mais on sait très bien que les instruments de mesure, on les fabrique sur pièce pour pouvoir obtenir ce qu'on veut obtenir dès le départ. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand les sondeurs font des sondages, ils posent des questions pour obtenir les réponses qu'ils veulent obtenir. C'est très facile d'obtenir X% pour machin, X% pour bidule et X% pour un autre en fonction des questions qu'on aura posées. Et je pense que les questions orientent les réponses et que là, les instruments de mesure orientent également idéologiquement les choses. On sait très bien que à gauche, on veut absolument imaginer que l'insécurité, c'est un sentiment. Jospin, on n'a pas parlé de Jospin, mais Jospin parlait du sentiment d'insécurité. Et à droite, que c'est une réalité et qu'il n'y a que cette réalité-là. Moi, je voudrais mettre en perspective la délinquance, disons-le comme ça, ou l'insécurité, avec ce qui la rend possible. Je fais un travail de généalogie, en fait. Et je vais faire, ça va faire plaisir à Régis, mais je vais faire une analyse marxiste. C'est la paupérisation qui rend possible l'insécurité. Ça ne tombe pas du ciel, d'un seul coup, les gens seraient devenus méchants, c'est devenu sauvage, etc. Et la paupérisation, c'est très clairement analysé par Marx, ça l'est aussi par Proudhon, mais cette idée que les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres, et que les riches sont de moins en moins nombreux et de plus en plus riches. Cette paupérisation, elle est visible. On connaît les fortunes mondiales, les fortunes sont incroyables. Des individus comme Elon Musk, par exemple, peuvent faire ce que les États, les budgets d'État, par exemple, les budgets étatiques américains ne peuvent plus faire. C'est dire quelle fortune existe aujourd'hui sur la planète.
Notre société de consommation crée du désir. Et on désire le nouveau téléphone, le nouvel instrument à la mode, on désire les nouvelles paires de chaussures, le nouveau vêtement, la nouvelle voiture, le nouveau ceci, le nouveau ça. On crée des désirs, on demande la satisfaction de ces désirs-là, et tout le monde ne peut pas satisfaire ces désirs-là. Donc il y a effectivement à un moment donné des gens qui disent « mais moi il me faut de l'argent ». Et si aujourd'hui vous avez besoin d'argent pour aller aux toilettes, pour aller manger quelque chose dans un restaurant parce que vous n'êtes pas chez vous, par exemple, le midi, il faut un pouvoir d'achat. Si vous n'avez pas le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher les moyens de faire de l'argent facilement, la drogue, donc l'insécurité, les braquages, les vols de téléphone portable, les cambriolages, enfin toutes ces choses-là. C'est-à-dire que ça me paraît mécanique, plus le capitalisme est violent, brutal et sans limite et sans opposition, plus la paupérisation est grande, plus l'insécurité sera grande. On n'a pas besoin d'avoir des instruments de mesure, parce qu'on va dire « ah oui, mais après, on il y a va la pas... » culture qui retient l'individu quand même. Oui, mais après on va dire on ne va pas retenir par exemple un certain nombre de choses parce que ça relève de l'incivilité. Donc dans ces cas-là on dit on ne compte plus ça. Bon d'accord. Puis après on ne compte pas les choses qui par définition ne sont pas dénoncées. Les gens qui disent de toute façon ça va servir à rien que je dise que je me suis fait voler mon vélo, que je me suis fait voler mon téléphone portable, que je me suis fait cambrioler, je vais passer un temps fou au commissariat, les policiers vont faire un travail formidable mais de toute façon ça ne débouchera jamais, l'affaire sera classée, ça ne débouchera jamais, je n'y vais pas. Et cette invisibilité de la délinquance, elle n'est évidemment pas contrôlable, ni mesurée, ni mesurable. Donc moi je fais mon travail de philosophe d'une certaine manière. Je dis on n'a pas besoin de créer des instruments pour montrer à gauche que l'insécurité n'existe pas, que c'est un sentiment, et à droite que l'insécurité est galopante. Je dis l'insécurité vient de la paupérisation, le capitalisme sans opposition et le capitalisme devenu planétaire crée des paupérisations terribles, donc génère une délinquance contre laquelle on n'obtiendra rien si effectivement on n'attaque pas la question de la redistribution des richesses. Alors les syndicats de police n'arrêtent pas de donner l'alarme depuis de nombreuses années et disent que dans notre pays, les magistrats prennent leur part, si j'ose dire, dans la montée de l'insécurité, c'est-à-dire que les juges ne font pas le travail. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, avant, je voudrais répondre, mais alors, très brièvement, et ça me permettra de rebondir sur cette nouvelle question, répondre à la question, est-ce qu'il y a un droit à la sécurité? Oui, évidemment. La population, le peuple a donné à l'État la violence légitime, le pouvoir de l'exercer, c'est-à-dire de lui assurer la sécurité. On a désarmé le peuple. On l'a pas fait aux États-Unis, avec les conséquences qu'on connaît en termes de violence. Mais voilà, il y a un droit à la sécurité, c'est un droit créance, absolument. Et actuellement, on est confronté à une très sévère défaillance de l'État. Alors, concernant la justice, qui est un des outils permettant d'assurer cette sécurité, y a-t-il un problème aujourd'hui avec la justice? Moi, je pense que oui. Il y a un problème, je le vois double, pour faire court, je le vois double, je renvoie à ce que j'ai écrit. Il y a d'abord un problème de moyens. Et le problème de moyens, il est qu'on a une justice pauvre. Alors je suis assez content parce que je trouve que actuellement chez les politiques, dans les débats, on commence à entendre assez fortement cette idée, y compris que l'actuel garde des Sceaux est venu dire mais j'ai augmenté le budget et tout, ce qui est tout à fait insuffisant, soyons-en sûrs. Donc la justice en France est pauvre quand on voit par rapport aux autres pays. Beaucoup moins doté que les autres pays, on le précise. Exactement. Donc il y a ce premier problème. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que effectivement la justice, elle est là, comme la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle... Ah oui, excusez-moi, sur la question matérielle, il y a aussi la question du carcéral. C'est-à-dire qu'on a demandé, d'une certaine façon, je ne sais pas si Béatrice Brugère sera d'accord, on a demandé finalement à la justice d'utiliser avec parcimonie et mesure l'incarcération pour éviter l'encombrement des prisons, parce qu'on ne fait pas l'effort de s'équiper, de se doter des moyens. Et là-dessus, je veux dire qu'il y a une grosse contradiction qu'on retrouve dans l'opinion publique. Dès qu'il s'agit de construire un établissement, dès qu'il s'agit de mettre de l'argent là, on parle des prisons 3 étoiles, etc. Il y a un manque criant d'informations. Et puis il y a aussi, je pense, un problème culturel au sein de la magistrature qui est que, les sociologiques, culturel, idéologique, qui fait que la prison est considérée, la sanction, y compris en général, est considérée comme n'étant pas la seule solution à un problème dont Michel vient de rappeler que c'était d'abord et avant tout un problème social. Justement, Béatrice, vous écrivez dans la revue, je vous lis, vous n'hésitez pas à dire, la politique pénale mise en œuvre par les gardes des Sceaux successifs au cours de ces dernières années n'a tendu à rien d'autre qu'à rendre le recours à l'incarcération le plus exceptionnel et le plus tardif possible. Oui, ça c'est une réalité, là on se rejoint. Ceci dit, on est dans une gestion qui est une gestion des moyens, qui sont des moyens extrêmement
pauvre et extrêmement faible. Et pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, ce que vous avez décrit de façon sur lequel je suis tout à fait d'accord sur l'affaiblissement et tout ce qui est la pauvreté qui génère justement de la délinquance, ce n'est qu'une forme de délinquance en réalité. C'est la forme la plus visible. Et d'ailleurs, ce sont les personnes pauvres qui souffrent en premier d'ailleurs de la délinquance, pas les personnes riches. Donc c'est double peine, j'allais dire. Non seulement ils sont dans des situations précaires, et c'est ce qu'on voit par exemple à Marseille, et en plus c'est eux qui souffrent de la prédation de ce qu'on peut voir dans certaines cités. Ceci dit, c'est qu'une toute petite partie en fait de la réalité de ce que l'on traite, c'est ça que je voulais voir. C'est-à-dire que la prédation ne recouvre pas, et loin s'en faut, tous les problèmes de sécurité. Les gens ne font pas que de l'insécurité que pour vous voler en fait. On a différents niveaux de délinquance, mais ce serait peut-être trop long pour en parler aujourd'hui. Pour la prison, on est sur des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un discours qui tendra d'ailleurs à devenir de plus en plus sécuritaire, plus l'élection va approcher, parce que c'est toujours un sujet qui est le régalien qui est traité, j'allais dire, à l'approche d'élections politiques. Tout d'un coup, on s'intéresse à nous ou par des faits divers. Mais la réalité, c'est que la magistrature aujourd'hui est dans une situation extrêmement paradoxale. C'est-à-dire que nous avons une explosion, en fait, une explosion du traitement, et on pourrait même parler d'un traitement de masse de la délinquance. C'est-à-dire que, alors je sais que peut-être que les chiffres, ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est toujours intéressant quand même. En 1831, j'ai retrouvé ce chiffre, on gérait à peu près 100 000 procédures. Ce qui me semble peu en réalité. Aujourd'hui, les parquets reçoivent plus de 4 millions de procédures. Et les moyens, évidemment, n'ont absolument pas suivi. Donc, qu'est-ce qui se passe? La démographie n'est plus la même. Non. Oui, mais la même. La population a doublé entre les 100 deux. 000, 4 millions, si vous voulez, on est quand même sur un gap qui est extrêmement important. Et le nombre de magistrats n'a pas suivi. Il est quasiment le même que dans la deuxième moitié du 19e siècle. À peine supérieur aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était le même, 6 000. Oui, société de consommation, disparition de la ruralité. Pénalisation aussi, pénalisation de la vie, c'est-à-dire exode rural, augmentation des villes et des mégapoles, etc. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la justice, en fait, travaille énormément. Mais est-ce qu'elle travaille bien et est-ce qu'elle produit bien? C'est la vraie question. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Au contraire, on gère un contentieux qui est extrêmement important. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la difficulté, et c'est un peu le sens de ce que j'écrivais, c'est que c'est comment, et c'est pareil pour les hôpitaux, on pourrait faire des parallèles, comment on arrive à réguler en fait ces masses de contentieux. Et dans cette régulation de masses de contentieux, en réalité, on n'a plus une vision très hiérarchique et très pointue de ce qui est important et de ce qui est moins important, et on a un problème de moyens derrière pour les enquêtes. Ce qui fait qu'au bout du compte, comme on n'a pas non plus investi dans les prisons, aujourd'hui on a un sous-équipement carcéral. Donc les politiques pénales sont toujours en train de jongler entre un discours à la fois rassurant, disant « mais non, regardez, on fait des lois sécuritaires », ce qui est vrai, « regardez, on n'arrête pas de faire des peines de plus en plus importantes », ce qui est vrai, mais avec ça, on n'a pas les moyens ni en fait de réguler ce contentieux, et encore moins la volonté de l'appliquer dans l'exécution des peines. J'en donne un exemple. On a eu, et je fais extrêmement rapide, on a eu une circulaire de politique pénale, qui est la circulaire de Nicole Belloubet, qui était au début du confinement, qui était au mois de mai 2020. Cette circulaire demandait très clairement aux magistrats du parquet de ne pas mettre à exécution certaines peines qui avaient déjà été prononcées. Nous avons attaqué cette circulaire en disant « mais là, c'est pas possible que vous demandiez à des magistrats de ne pas exécuter ce que d'autres magistrats ont déjà jugé. C'est contre la loi ». Or, cette circulaire a été maintenue jusqu'à ce jour, au moment où vous parlez. Et par ailleurs, on a un autre discours qui est celui du discours actuel, qui dit « mais non, au contraire, regardez, les magistrats continuent à travailler ». Ce qui est vrai, sauf qu'en fait, on est sur des injonctions contradictoires, on est sur des contentieux de masse, on est sur une absence de moyens qui est complètement dérisoire, et j'allais dire, et je termine là-dessus, on est sur une procédure extrêmement complexe, qui fait qu'aujourd'hui, la procédure pénale s'achemine vers une forme de technobureaucratie, qui fait que nous sommes dans un effet à la fois de saturation et pratiquement de neutralisation de notre action.
Alors très souvent, la solution, c'est de dire on n'applique pas les peines courtes, par exemple. C'est la circulaire Belloubet, les peines courtes, on ne va pas les appliquer. Mais au-delà de ce que vous disiez sur le manque de moyens, Régis, le fait que la justice soit sous-équipée, mal lotie, il y a un autre problème qui est là, pour le coup, qui relève de la psychologie individuelle des magistrats, c'est qu'on est très souvent dans des juges qui pratiquent la culture de l'excuse, c'est ce que vous écrivez, et qui se sentent davantage investis, pour caricaturer, d'une mission d'assistante sociale plutôt que d'une mission pour inspirer le respect et la crainte de la justice, d'une certaine mesure. Alors, si vous voulez, deuxième privilège de l'âge, c'est que moi j'ai connu la fondation du syndicat de la magistrature, il y a fort longtemps maintenant, et j'ai connu effectivement tous ces débats qui ont travaillé le corps des magistrats. Il y a une sociologie des magistrats, hein. Il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus. Il y avait Soulez-la-Rivière qui en a fait un pour essayer, mais c'était il y a très longtemps, de cerner un petit peu ce qu'était cette magistrature aujourd'hui. Et effectivement, je crois qu'il y a une réalité qui est une réalité sociologique. Je vais peut-être être un peu provocateur. Vous savez, on fait des sondages à la sortie des écoles de journalisme, hein, des sondages politiques, et on s'est aperçu qu'il y avait une certaine gauche qui était très majoritaire, une gauche sociétale. Hein, 95% même des journalistes disaient se sentir de gauche à l'issue de leur école de journalisme. Je crains qu'on n'ait pas tout à fait, pas aussi haut, les mêmes pourcentages dans une sortie, une promotion de sortie de l'école nationale de la magistrature, mais pas loin probablement, parce que, je veux dire, la sociologie, elle a ses règles. Et donc, il y a eu... C'est moins une culture de l'excuse que le sens d'être pénétré d'une mission sociale, effectivement, de traitement d'une affection. Hein, l'insécurité, la délinquance, c'est une affection. On parlait moi, j'avais des chiffres il y a quelques années, 4 millions d'infractions, hein, avec auteurs connus, il y en a plus d'1,5 million qui ne sont pas poursuivis. Parce que l'autorité de poursuite manage son flux, fait une gestion des flux, et effectivement, on s'éloigne. Donc on s'éloigne de la morale, on classe sans suite, parce que effectivement, on trouve des espèces de compromis, et puis on prend de mauvaises habitudes. On prend de mauvaises habitudes. Le garçon le Tchétchène de 17 ans, qui a menacé de mort Mila, il y a y compris une dimension symbolique, si vous voulez, hein, qui est très forte, et de dire, et elle a trouvé une formule, la Mila, qui n'a pas sa langue dans sa poche, en disant, c'est l'autorisation du passe terrorisme, hein, qui est un peu donné. Il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire. Je pense qu'il aurait été goûté un peu la paille humide des cachots, même ne serait-ce que pendant quelques temps, ça aurait un petit peu changé la donne. Mais vous me direz, quand on a un président de la République qui salue le pauvre Samuel Paty avec les photos de youtubeurs, faut pas attendre trop bien sûr. Alors, de réponse aux angoisses de la population. Béatrice, tout à l'heure, on disait que les syndicats de policiers tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps, se plaignent de leurs, on va dire, collègues magistrats. Et vous avez manifesté, vous êtes une des rares d'ailleurs, à avoir manifesté avec les policiers le 19 mai dernier, si je suis bien renseigné, pour dénoncer justement cette dérive judiciaire. Alors, vous êtes bien renseigné, j'étais là le 19 mai, pas pour dénoncer cette dérive judiciaire, pas du tout, par solidarité pour les forces de police qui se faisaient attaquer régulièrement et dont j'entendais tout à fait les difficultés qu'ils rencontraient lorsqu'ils faisaient des interventions. Il y a eu plusieurs mouvements dans le mouvement et plusieurs lignes dans la ligne, et moi j'étais pas sur cette ligne qui disait justice laxiste, etc., etc., mais j'étais plutôt par solidarité parce que j'appartiens à une confédération ou d'un syndicat FO Police qui est très important, et donc il me semblait intéressant d'être à côté de mes collègues qui dénonçaient aussi leurs conditions de travail. Voilà. Pour revenir sur la sociologie, moi je pense qu'on a plus, on peut toujours dire qu'il y a des magistrats qui sont politisés, etc. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il y ait d'études là-dessus. J'en connais pas en tout cas. Donc on est plus dans un sentiment et dans un ressenti qui n'est pas obligatoirement faux d'ailleurs. Mais c'est difficile, j'allais dire, de dire voilà, comme les journalistes où il y a eu vraiment des choses qui ont été faites, tiens, les journalistes, eux, ils sont vraiment formés pour être à gauche. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce qu'on peut appeler une forme de conformisme judiciaire qui correspond aussi à l'état d'une société et la manière dont une société aussi traite les formes d'insécurité. Et là, on a des ambivalences. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que ça fait 20 ans qu'on a des politiques pénales
qui nous disent qu'il faut privilégier toutes les voies alternatives. Alors on en pense qu'on veut, on peut être pour, on peut être contre, de réinsertion par rapport à la prison. Ça fait 20 ans qu'on a ça, ça date pas d'aujourd'hui. Et donc on a un grand mouvement, si vous voulez, de politique pénale qui nous oblige à utiliser ces voies. Et ces voies, elles sont d'autant plus utilisées que si on ne les utilisait pas, de toute façon, on n'y arriverait pas, on serait saturé. Pour vous donner juste un chiffre, par rapport aux affaires qui rentrent et aux affaires qui sont vraiment jugées devant une juridiction, on est à peine à 17%. On est à peine à 17%. Ils sont où les autres? Alors vous avez les auteurs inconnus, mais vous avez plein de voies de dérivatifs. Donc en fait, ce que l'on voit à la fin de l'histoire, sur ces 17% qui sont jugés, où il y en a très peu d'ailleurs qui vont en détention avec un mandat de dépôt, on voit très bien qu'on est à la fin de l'histoire. Donc c'est là où j'allais dire, la visibilité sur toute la délinquance et tous les problèmes de sécurité, il y a un effet loupe, si vous voulez, il faudrait le ramener avec des données beaucoup plus larges. Alors je voudrais venir un peu au secours des magistrats, ce que je ne fais pas très souvent, vous le savez bien. Michel a parlé de l'amont. L'amont de la délinquance provoquant l'insécurité, parce qu'il y a des délinquances qui ne provoquent pas une insécurité perçue comme telle par le peuple français, mais il y a l'aval. Et moi, je suis plutôt partisan des formes alternatives à l'incarcération, parce que ces prisons sont véritablement, c'est aussi l'école du crime, la prison, elles sont indignes. Si vous voulez, il a fallu que, je me rappelle, son nom ne me revient pas, cette députée très catholique, etc. Christine Boutin. Christine Boutin, il a fallu qu'elle tire l'alarme, puisque les parlementaires ont le droit, hein, c'est un droit qui leur appartient, d'aller, quand ils veulent, visiter les prisons. Et donc, elle avait été effarée. Donc, notre parc carcéral est indigne d'une république telle que nous sommes. Pas partout. Pas partout. Oui, c'est assez il y a eu des inégal. progrès qui ont été faits. Mais si vous voulez, il y a 3 ans, être incarcéré au Baumette à Marseille, à l'ancienne Baumette, c'était indigne. Enfin, écoutez, c'était scandaleux. Alors simplement, je dis que je suis plutôt partisan de ces formes alternatives, mais se pose la question des moyens. Voilà. C'est-à-dire que voilà, on revient à la question des moyens. Je voudrais savoir ce que Michel ressent quand on lui dit finalement, vous soulignez d'ailleurs Michel le premier, qu'il y a des tas de gens qui ne vont plus porter plainte parce qu'ils sont face à ils ne croient plus, ils pensent que c'est un manque. Une dépénalisation. C'est donc une dépénalisation, et que sur les plaintes déposées et celles qui arrivent en bout de course à quelque chose, à procès, il y a plus que 17% de la masse des problèmes qui sont traités. Ça doit vous inspirer quelque chose, Michel. Oui, parce que Régis parlait fort justement d'ailleurs tout à l'heure de la politisation. Moi, je voudrais préciser ce qu'il faut entendre par politisation, parce que c'est pas gauche-droite, c'est le gauchisme culturel qui ravage à droite aussi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous avons eu des théories de la justice pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, c'était une théorie chrétienne. C'est-à-dire on prenait la Genèse et puis on disait voilà, l'homme est libre, il a le choix entre le bien et le mal, il fait un mauvais usage de son libre arbitre, s'il fait un mauvais usage, il est puni, s'il fait un bon usage, il est célébré, etc. On oublie d'ailleurs que dans ce paradis, il y a quand même un serpent et que le mal est quand même dans le paradis. C'est une question théologique, mais enfin bon. Et pendant très longtemps, ça a fonctionné, jusqu'à Beccaria, qui commence à nous dire au XVIIIe siècle, dans son traité des délits et des peines, et c'est la philosophie des Lumières appliquée à la question de la justice, qui nous dit c'est pas si simple que ça, le libre arbitre, pas si sûr, on n'est pas égaux devant la liberté, certains sont dotés de libre arbitre, d'autres pas, mais il y a aussi la société qui produit de la délinquance, etc. Et là, on a une autre logique du genre, quand il y a un délinquant, c'est que la société est coupable. Et il y a une espèce d'exagération de cette pensée-là qui fait que, via le gauchisme culturel, et je vais prononcer le nom de Michel Foucault pour le coup, et nous sommes restés sur cette théorie-là, et il faudrait dépasser cette théorie-là. La théorie de Michel Foucault, surveiller et punir, il nous dit effectivement que le délinquant c'est le héros, et que la société c'est le salaud. C'est la... je ne vais pas le dire au féminin, mais... Et donc, à ce moment-là, évidemment, il faut changer la société, modifier la société, faire la révolution politique, et puis on n'aura plus besoin de prison, puisque finalement, globalement, tout sera formidable, etc., etc. Je viens de lire un bouquin qui vient de paraître, qui raconte l'histoire de Michel Foucault en Californie. Il a essayé des drogues, des substances hallucinogènes, avec des individus qui racontent tout ça, etc. Et à un moment donné, Foucault dit « Ah, mais moi, je n'ai jamais visité une prison. » C'est formidable. Ce type qui fait la théorie des prisons, qui écrit Surveiller et punir, qui crée un groupement politique, etc., n'a jamais mis les pieds dans une prison.
Il est l'ami de Robert Badinter, il reçoit Badinter, et la gauche a pour théorie cette idée que les individus qui sont des coupables sont des victimes, et que le coupable, c'est la société, qu'il faudrait changer la société. Il faut inverser ces valeurs. Tout à fait. Le christianisme avait tort de nous dire que tout le monde avait le même libre arbitre. Quand on est un enfant de pauvre, on n'est pas un enfant de riche, et il suffit de faire de la sociologie des gens qui se trouvent dans les prisons. Il m'est arrivé d'aller dans les prisons faire des conférences, pour le coup, et on voit bien quelle est cette sociologie. Le christianisme a eu tort sur ce sujet-là, mais l'inversion du christianisme sous forme foucaldienne, je dirais, c'est aussi un tort. Et la révolution qu'il nous faudrait faire, c'est ce à quoi j'invite, ce serait une révolution post-foucaldienne. Penser la délinquance, penser la punition, penser l'incarcération. Évidemment, ne pas abolir la prison, mais évidemment, ne pas mettre en prison tout le monde et n'importe qui. Il y a un nombre de gens qui relèvent de la psychiatrie, je parle sous votre contrôle, et qui se trouvent en prison, se disent, ils n'ont pas leur place ici. Alors, je ne parle pas du meurtrier de Madame Halimi, qui, lui, aurait sa place en prison, franchement. Hein. Mais ça aussi, c'est une question qu'on pourrait analyser à partir de ce tragique fait divers. Et je pense que si la gauche voulait s'honorer de penser à nouveau, il lui suffirait de reprendre la pensée de la justice en disant, mais qui est le Beccaria d'aujourd'hui? A-t-on un Beccaria aujourd'hui? On a un Dupond-Moretti, qui est une grande gueule de plateau. Il perpétue la tradition de la culture de l'excuse. Il outre même ça. Vous en pensez quoi de notre bon garde des Sceaux? D'ailleurs, je signale, c'est un peu immodeste, mais j'avais fait une lettre ouverte à Éric Dupond-Moretti, que je connais depuis des années, pour lui dire que je ne le trouvais absolument pas disruptif avec ses prédécesseurs. Et Stéphane, comme personne ne te posera la question, puisque c'est toi qui poses des questions, moi je te la pose volontiers, peux-tu justement nous parler de Dupond-Moretti? Je dirais que c'est un avocat qui a mis au service de lui-même ses amis, ses proches, pour avancer en tant qu'avocat. Il avait une feuille de route qui était le service d'une grande ambition, ça c'est certain. Et puis, il y a autre chose chez lui, c'est que c'est un type qui a toujours été fasciné par Jacques Vergès, la disruption, et qui, voilà bien, n'est plus du tout disruptif, alors qu'il avait une occasion extraordinaire en arrivant place Vendôme d'être disruptif, c'est-à-dire de rompre avec justement ce que tu expliques, Michel, à l'instant, c'est-à-dire cette culture de l'excuse, et au contraire, muscler le régalien, penser des peines alternatives soit, mais aussi muscler le régalien. Qu'est-ce que vous en pensez, Régis? Moi, je vous trouve bien indulgent, Stéphane. C'est quelqu'un qui a traversé le miroir. Je pense que la décision de faire venir Éric Dupond-Moretti était une décision société du spectacle, c'est-à-dire il y avait Madame Bachelot et lui pour essayer de rééquilibrer un peu le croque-mort Castex. Donc, on a demandé à Éric Dupond-Moretti de venir. Il est, si vous voulez, on a flatté son narcissisme, il faut être clair. Je veux dire, c'était un avocat combatif, mais enfin, bon, je m'en réfère à ce qu'en avait dit ce confrère dans Marianne, Saint-Pierre, mais bon, il n'a pas laissé une trace en dehors d'une certaine médiatisation, une trace extraordinaire. C'est pas Badinter. On peut ne pas aimer Badinter, c'est mon cas, mais c'était quand même un garde des Sceaux d'une certaine envergure. Donc, lui, disruptif, il est fasciné par Vergès. Vergès, là aussi, deuxième blasphème, c'est un imposteur. Je l'ai connu, je l'ai pratiqué, je l'ai travaillé, y compris avec son frère jumeau qui était le patron du Parti communiste réunionnais. Donc je pense qu'il y a eu une espèce de mousse qui a été montée et qu'il a fasciné certains confrères. Je pense que Éric Dupond-Moretti n'est pas à sa place. Donc là, il va faire ce qu'on lui demande. Il va faire, mais je veux dire, il ne porte pas lui-même un projet. Alors effectivement, il va parler au début de sentiment d'insécurité, parce qu'il l'a toujours fait. Il va donner quelques gages à droite ou à gauche, mais enfin, on n'a pas de ligne directrice, on n'a pas de mise en œuvre d'une vraie stratégie. Il va mettre quelques rustines et quelques pansements sur une jambe de bois. Je pense qu'il serait souhaitable qu'il quitte ce poste assez rapidement et qu'on ait quelqu'un d'une certaine envergure. Je ne demanderai pas à Béatrice son avis là-dessus, parce que ça la mettrait en délicatesse, mais juste un mot, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'éminemment symbolique au fait que le premier geste de Dupond-Moretti était d'aller se faire applaudir dans une prison. Ouais. C'est quand même assez terrible, les gens qui sont en prison ne sont pas là quand même par hasard, et peut-être y a-t-il autre chose à faire, le jour où on veut vraiment un acte symbolique en disant voilà, je vais placer mon ministère sous un certain signe, de ne pas le placer sous le signe de l'applaudissement du ministre du garde des Sceaux par les gens qui sont incarcérés. Moi ça m'a semblé un signe, hélas. Alors, je voudrais vous remercier tous les deux. Donc, invitez nos amis qui nous regardent en ce moment à lire vos contributions dans Front Populaire
qui traite du droit à la sécurité, vos deux excellentes contributions. On se retrouve dans un instant. Je voudrais que vous découvriez la vidéo que nous a adressée Guillaume Bigot, qui écrit dans le dernier numéro, lui aussi de Front Populaire, que la France ne s'est pas pacifiée, mais c'est au contraire ramollie au cours de ces dernières années. On va l'écouter, Michel, et vous verrez que ça rejoint votre idée que vous développez souvent de l'infantilisation de la société. Bonjour, je suis ravi d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice du nouveau numéro de Front Populaire que vous retrouverez en kiosque et qui est consacré à un phénomène qui nous inquiète tous, l'ensauvagement de la société, l'explosion de la violence. Et je me suis efforcé de réfléchir à ce problème en posant une hypothèse, celle qu'il y a deux pulsions fondamentales. Enfin, c'est une hypothèse, une vieille hypothèse aussi ancienne que la Grèce antique est reprise par Freud. Il y a deux pulsions fondamentales dans l'être humain, la pulsion de mort et la pulsion de sexe, Eros et Thanatos, et qu'il y a probablement un phénomène de vase communicant entre les deux, et que ce qui me paraît extrêmement frappant, c'est qu'il y a une sorte de nouvelle pornographie, il y a quelque chose que la société ne veut pas voir, exactement comme la société du 19e siècle, la société victorienne ne voulait pas voir, c'est-à-dire la pulsion sexuelle. Aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas voir, c'est la pulsion de violence qui est très forte chez les jeunes hommes, les jeunes adultes mâles, qui, dans toutes les sociétés, sont généralement initiés à la chasse ou à la guerre, leur courage est testé, et il y a une maîtrise donc par la société, par un mécanisme de socialisation de la pulsion de violence et de la pulsion de mort qui est appelée à devenir une force. Et finalement, cette pulsion de violence, elle est complètement niée dans notre société postmoderne, puisque nous vivons à l'ère du vivre ensemble et des bisounours, et qu'on ne comprend pas pourquoi, après tout, ces jeunes adolescents livrés à eux-mêmes sont traversés de pulsions très violentes. Et pourtant, cette violence, elle ressort de partout, elle est extrêmement visible partout, mais il n'y a pire aveugle que celui ou celle qui ne veut pas voir. Voilà, bonne lecture à tous et bon numéro de Front Populaire. Je voulais avoir une réaction à ce résumé de sa contribution à Front Populaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir chez la violence de ces adolescents qui sont plus maîtrisés comme avant? Bon, alors, scoop aujourd'hui, je vais faire l'éloge de Freud. Guillaume a raison de dire que c'est très ancien, et Freud lui-même, d'ailleurs, emprunte à Empédocle, il le dit très précisément, donc Guillaume a parlé d'un philosophe présocratique, il emprunte à Empédocle cette idée que l'amour et la haine, ce sont finalement les deux moteurs du réel. Freud va parler effectivement, mais le dernier Freud, de la pulsion de mort et de la pulsion de vie d'Eros et de Thanatos. Et dans Malaise dans la civilisation, il nous explique que cette pulsion, elle est là, elle est présente en tout un chacun, en doses différentes, bien sûr, et c'est ce qui fait d'ailleurs que Freud est un théoricien des régimes forts, des régimes totalitaires forts. C'est pas un démocrate, Freud, c'est pas du tout ce que les freudo-marxistes font de Freud, qui disent il faut libérer la sexualité, ce sera formidable, nous vivons sous le règne freudo-marxiste, mais si nous vivions sous le règne freudien, Freud disait très précisément que cette pulsion de mort, il faut qu'elle soit contenue, canalisée, avec ce qu'il appelait un surmoi. C'est ce qu'on appelle la deuxième topique. La deuxième topique, c'était le ça, le moi, le surmoi. Le ça, c'est l'inconscient. Le moi, c'est la subjectivité. Et le surmoi, c'est la puissance sociale. Et effectivement, il y a en tout un chacun une pulsion de mort. Et Freud disait, il faut un état fort qui soit susceptible d'empêcher le débordement, l'exercice de cette pulsion de mort. Voilà pourquoi il faut des régimes totalitaires, voilà pourquoi il faut des régimes autoritaires. Il fait l'éloge, d'ailleurs, à l'époque de l'austrofascisme qui a lieu à cette époque-là. Il fait l'éloge de Mussolini en lui faisant une dédicace élogieuse, en lui disant à vous qui avez compris effectivement un texte qui s'appelle « Pourquoi la guerre ?», qu'effectivement il faut une pulsion sociale très puissante pour retenir la pulsion de mort. Et de fait, aujourd'hui, il n'y a plus de surmoi. Il y avait jadis les parents, il y avait l'éducation, il y avait l'école, il y avait éventuellement la télévision, à l'époque où elle était dans des missions éducatives, je pense à la télévision du général de Gaulle, de Malraux et de quelques autres d'avant mai 68, on dira. Et cette pulsion de mort, aujourd'hui, plus rien ne l'arrête. Au nom de quoi arrêterait-on sa propre pulsion de mort? Puisque, d'une certaine manière, ça a des raisons, il y a des prospérités au vice, il y a des malheurs à être vertueux, et qu'ensuite on ne sera jamais récompensé. Alors que si vous dites, après tout, moi je vais quand même pas être vertueux, aller à l'école, passer des diplômes pour devenir professeur d'éducation civique dans un collège où on va me jeter par la fenêtre si je veux faire cours, alors que si je fais du trafic de drogue, je vais récupérer en un mois l'équivalent, je ne sais pas, peut-être pour certains, de 10 années de salaire d'un enseignant qui aura un bac plus 5 ou 6.
Donc effectivement, Guillaume a raison de dire qu'il y a une pulsion de mort. Il faut ajouter que dans la mesure où la société s'est effondrée, le surmoi s'est effondré, la morale s'est effondrée, la religion, qui jouait un rôle important, s'est effondrée. Et qui ou quoi aujourd'hui pour s'opposer à cette pulsion de mort, de sorte que rien ne s'y opposant, eh bien, elle fait la loi partout où elle le peut. Absolument. Alors Barbara Lefebvre nous a rejoint, on est très heureux de l'accueillir. On peut parler avec vous de la violence des jeunes. En particulier, vous avez tenu dans ce numéro à interviewer Maurice Berger, à faire un entretien avec Maurice Berger, qui est pédopsychiatre, qui est enseignant à l'ENSM, l'École nationale supérieure de la magistrature. Et évidemment, on se souvient tous, on parlait de ça à l'instant avec Guillaume et vous, Michel, de cet ensauvagement, on se souvient de la violence de la vidéo là, du jeune Yuri qui a été laissé pour mort sur la dalle de Beaugrenelle dans le 13e arrondissement de Paris. On a tous été à ce moment-là estomaqués par la violence de ces jeunes qui n'hésitent pas à frapper avec un marteau la tête d'un ado et le laisser pour mort. Alors dans ce numéro de Front Populaire, j'ai même appris que cela portait un nom, ça s'appelle ramollir un adversaire, si un adolescent de 13 ans puisse être un adversaire, parce qu'on peut quand même se poser cette question. Alors Barbara, je rappelle que vous êtes enseignante, vous connaissez bien, et puis vous travaillez avec nous depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la jeunesse se soit autant ensauvagée, selon vous, et selon Maurice Berger, que vous avez interviewé? Mais je crois que, comme le dit Maurice Berger, depuis fort longtemps, la source de toutes ces questions-là, c'est justement la canalisation, la contenance, et ceux qui sont normalement destinés à contenir l'enfant, à civiliser l'enfant, c'est-à-dire en gros les parents. Et d'ailleurs Maurice Berger le dit très bien, il a une formule. Maurice Berger, je voulais juste dire quand même que c'est quelqu'un qui est écrit sur ces sujets depuis fort longtemps, Absolument. Qui est d'ailleurs un des premiers, si ce n'est le premier en France, à avoir construit un service de pédopsychiatrie dédié, destiné exclusivement aux enfants violents, qui sont des enfants qui n'intéressent pas beaucoup la psychiatrie, et surtout pas la psychiatrie qui a longtemps été sous influence freudienne. Et lui, il a véritablement essayé de développer une approche de ces enfants, même s'il est aussi psychanalyste de formation, mais il sait manier les concepts de la psychanalyse sans s'y laisser enfermer. Et donc, ça fait des années que Maurice Berger écrit sur ces sujets et qu'il dit très précisément, et je trouve que la formule est fort bien choisie, donc je la lis, il dit « On est dans une famille avant de naître dans un quartier, avant de naître dans une culture ». Et je crois que c'est aussi un petit peu la dérive de certains aujourd'hui de penser que parce qu'on est né dans telle culture ou dans tel quartier, on va inévitablement soit dériver vers la délinquance, soit dériver vers la criminalité, soit être un violeur en puissance, comme certains ont pu le dire de façon un peu brutale, alors qu'en réalité non, puisque on voit bien que dans un même quartier, provenant d'une même culture, on va avoir deux parcours différents d'adolescents, parfois même sur un même palier, vous allez avoir deux voisins qui ne vont pas avoir la même trajectoire ni éducative, ni scolaire, ni de délinquance, voire ou pas de délinquance, et bien précisément parce que la famille de l'un a été contenante et la famille de l'autre ne l'a pas été, ça a été une famille profondément dysfonctionnelle. Et c'est ça sur lequel insiste Maurice Berger depuis des années, et il l'explique largement et longuement dans cette interview, c'est que la famille, c'est d'abord le premier moment, le premier lieu de grand dysfonctionnement pour l'enfant, et que donc l'essentiel aujourd'hui des politiques, bien entendu qu'on doit avoir une politique de répression, et il insiste là-dessus, on en reparlera, mais il faut absolument avoir une politique de prévention, c'est-à-dire regarder beaucoup plus en amont, dans la petite enfance, parce que comme il l'observe lui-même dans le centre éducatif fermé où il travaille, puisqu'il travaille à la fois dans un centre éducatif fermé et dans un centre de rééducation fonctionnelle pour des gens qui ont été victimes de ceux, en quelque sorte, qu'il essaie d'aider dans le centre éducatif fermé, eh bien, en réalité, on voit que les familles de ces jeunes délinquants, pour 30 à plus de 30% d'entre elles, ont des graves pathologies psychiatriques au sein de la famille, et pour la plupart, ils ont tous des familles dysfonctionnantes. Or, on ne découvre pas qu'un gamin a une famille dysfonctionnante à 16 ans, à 18 ans ou même à 13. Et nous, à l'Éducation nationale, on les voit très tôt, ces familles dysfonctionnantes. Hélas, on en voit dès la maternelle. On voit des enfants en danger dès la maternelle, dès le CP, CE1. On voit très clairement que des enfants sont en danger dans leur famille parce qu'il n'y a pas d'éducation, parce qu'il n'y a pas justement cette butée éducative qui permet à l'enfant de se civiliser, de se construire pour effectivement, moi je ne suis pas très experte des principes freudiens, mais enfin pour contenir l'enfant et lui apprendre finalement à sortir de ces pulsions qui sont des pulsions, on va dire, naturelles. Et ce que dit Maurice Berger dans ce long texte, c'est bien qu'aujourd'hui, la politique de prévention
notamment l'aide sociale à l'enfance, notamment la nécessité que nous avons parfois de sortir ces enfants de leur milieu familial, ce qui est complètement contraire à la justice des affaires familiales où on a tendance à laisser l'enfant le plus longtemps possible dans son milieu familial. Et bien ça, c'est effectivement dangereux pour ces enfants, c'est criminel pour la société, et il montre notamment que 1 euro dépensé en prévention dans la petite enfance ou dans l'enfance en danger, c'est presque 20 euros d'économiser lorsque cet enfant sera délinquant et qu'il faudra le prendre en charge par l'ensemble de la société. Donc même à la limite, on pourrait le dire à nos dirigeants libéraux, si vous voulez même faire des économies, occupez-vous d'abord de l'enfance en danger et de tous ces enfants qui sont dans des milieux dysfonctionnants. Et on pourra effectivement parler dans ce cas-là aussi de l'immigration. Ça voudrait dire être capable de se projeter et faire des politiques à moyen et long terme, hein, ce dont on n'est plus habitué depuis longtemps. Mais normalement, on a l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est une structure qui existe, en plus départementalisée. Enfin, en tout cas, l'appareil d'État, il est là. On ne s'en sert pas, mais il est là. Bien sûr, mais alors justement, comment expliquer que depuis 30 ou 40 ans, où on voit malheureusement un certain nombre de familles qui ne remplissent plus ce que l'on est en droit d'espérer d'elles-mêmes, comment expliquer qu'il n'y a rien qui soit fait d'une manière ou d'une autre ? Alors ça, c'est ce que dit Maurice Berger, c'est parce que là, on est dans un bain culturel qui est celui de l'héritage 68art, c'est-à-dire que sanctionner, c'est réprimer, et la répression, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est de la bienveillance, hein, l'école de la bienveillance. Et d'ailleurs, nous, en tout cas pour moi, en tant qu'enseignante dans le secondaire, puisque j'étais professeure de collège, j'ai tout de suite vu, moi j'ai commencé ma carrière à la fin des années 90, moi j'ai très bien compris que le discours ambiant, c'était le discours qui consistait à dire si tel élève pose des problèmes, des graves problèmes de raquettes, d'agression, il faut d'abord aller regarder quel est son parcours, parce que c'est peut-être une victime. Et alors finalement, eh bien, on ne s'occupait pas de la victime réelle, ni du tabassage, ni du racket, ni de rien d'autre, mais parce qu'on cherche dans le bourreau la victime. Ça, c'est quelque chose de toute façon qu'on a hérité en grande partie aussi de notre dette morale de la Seconde Guerre mondiale. Donc on cherche systématiquement à essayer de trouver au bourreau quelque chose qui pourrait non pas excuser, mais en tout cas qui pourrait justifier, et a fortiori quand il est mineur, on a une très grande réticence, aussi bien chez les juges que chez les enseignants, bien finalement, à sanctionner immédiatement, à mettre cette butée éducative à l'enfant. Et à l'école, en réalité, la déchéance aujourd'hui et le déclin de l'autorité à l'école, il est né en grande partie de cela, c'est-à-dire le fait qu'on laisse un collège aux mains de 20-30 enfants sur 300 ou 400, et il vous suffit de 20-30 gamins pour vous renverser complètement un collège. Donc là, la question, et c'est aussi ce que dit Maurice Berger, c'est de remettre la victime au centre à la fois du système judiciaire, c'est-à-dire la justice, elle est là pour venir réparer la faute qui a été commise envers la victime. Or, quand vous écoutez certaines audiences, en particulier en justice des mineurs, on passe des heures à disséquer comme une anamnèse. Alors ça, oui, l'anamnèse, c'est très bien dans le bureau du psychiatre. Qu'on connaisse l'itinéraire du délinquant, c'est normal, mais le juge n'est pas là pour faire l'anamnèse qui conduit inévitablement à l'excuse. Et effectivement, c'est ce que dit le docteur Berger, c'est que lui, il voit des gamins hors centre éducatif fermé où on est déjà arrivé au bout du chemin de délinquance, et que là, il n'y a plus rien à faire. La butée éducative à 16 ans, ça n'existe pas. La seule chose qui peut exister, c'est l'incarcération. Alors justement, Michel, ça m'intéresserait de vous voir réagir aussi sur ce que dit un autre pédopsychiatre, Aldo Naouri, c'est ça? Aldo Naouri, oui, qui a bien évolué là-dessus. Absolument, oui. Il dit aimer son enfant, c'est apprendre à lui dire non. Oui, d'abord je voudrais saluer l'intelligence de Barbara, son propos, je souscris absolument, c'est tellement bien dit, correctement exprimé, je trouve que c'est formidable. On a de la chance d'avoir Barbara à Front Populaire. Oui, il y a cette idée, on en parle souvent, mais du gauchisme culturel selon la belle expression de Le Goff. Et nous y sommes encore. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui est psychologie, etc. Donc, il y a eu, avec Didier Pleu, avec le livre noir de la psychanalyse, des gens qui ont attaqué un peu le principe de Dolto, parce qu'on est dans cette logique de « il faut aimer, ça viendra tout seul, c'est pas la peine, les enfants… » On est dans une logique platonicienne, hein, les enfants savent déjà tout, il suffit d'aller chercher ce qui s'y trouve, et puis finalement, c'est la liberté qui est le révélateur de ce qui se trouve à l'intérieur des individus, c'est du Platon à l'état pur. Ça marche évidemment pas comme ça. Donc, quand on a commencé à dire non, mais vous savez, les adultes savent des choses, et quand ils disent non à des enfants, c'est pour leur bien, c'est pas pour leur mal. C'est-à-dire qu'on a confondu l'autorité et l'autoritarisme. Et c'est pas du tout la même chose que l'autoritarisme
qui est une espèce de doctrine de l'autorité qui tombe du ciel. C'est-à-dire je suis le professeur, je suis l'enseignant, je suis le père, je suis le mari, donc par définition l'autorité c'est moi, et évidemment ça n'était pas une bonne chose. Mais cette idée de dire plus d'autorité du tout, alors qu'il aurait fallu une autorité contractuelle, mais pas avec les enfants. On n'est pas dans le contractuel avec les enfants, on leur explique juste que si on a l'autorité, c'est qu'on a l'expérience, qu'on a le savoir, et que c'est pas simplement pour exprimer une espèce d'assujettissement, mais juste pour préserver les enfants. Et de fait, apprendre à dire non, c'est leur expliquer ce que veut dire non. Leur expliquer que, comme on le dit peut-être un peu vite parfois, c'est pour leur bien. On dit, tu sais, si tu veux mettre la main dans l'eau bouillante et que je te dis non, tu comprendras que c'est pour éviter que tu perdes la main, que c'est pas juste pour le plaisir d'exercer un pouvoir d'autorité qui ferait de moi quelqu'un d'autoritaire. Donc il faudrait repenser à nouveau frais, et je pense que Barbara fait ça superbement, mais les questions de l'autorité, de l'ordre, de la discipline, de la transmission, de la supériorité de celui qui sait sur celui qui ne sait pas. Cette idée que, là aussi, platonicienne, que les enfants pourraient... Enfin, platonicienne, qui part d'un Platon absolument dévoyé, mais que l'enfant pourrait apprendre des choses à l'enseignant. Donc on va le tutoyer, c'est un copain, c'est un pote, et puis finalement, dessine et ça suffira bien, tu es génial, l'art naïf, Picasso, Dubuffet, etc., ce qui est bien rendre mal service à ces gens-là, mais ton génie expressif, c'est ta grandeur, mettre sur les frigidaires avec des magnets les dessins des enfants comme si c'était génial à ce point-là, et leur dire, tu n'as pas besoin d'apprendre à dessiner, tu n'as pas besoin d'apprendre l'histoire de là, on ne va pas t'apprendre à dessiner une perspective parce que tu ne sais pas et que nous savons, et qu'il y a la transmission, car il y a l'expérience, etc. Donc, de sorte qu'effectivement, le gauchisme culturel mérite d'être déconstruit. On a beaucoup dit, la formule est juste, qu'il faut déconstruire les déconstructeurs. Et ce que fait Barbara, c'est magnifique, parce que c'est évidemment ce qu'il faut absolument faire si on veut penser l'école autrement et différemment. On parlait tout à l'heure de penser à nouveau frais la question de la justice. Eh bien, Barbara fait superbement cette chose qui consiste à penser à nouveau frais l'éducation. Absolument. Alors, il y a quelque chose qui m'a intéressé aussi dans l'entretien que vous tenez de Maurice Berger, c'est que parmi les choses que Maurice Berger propose aussi, il s'appesantit en particulier sur l'idée qu'il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH, et sortir également de la Cour de justice de l'Union européenne pour faire une réforme globale. Et cette réforme globale ne peut pas avoir lieu si on reste dans le cadre actuel de l'Europe. C'est quand même très intéressant ça. Oui, alors il a effectivement, dans son dernier livre en particulier, il essaie d'avancer 3 axes de programmatique, pourrait-on dire, pour essayer de régler ces problèmes. Effectivement, donc ces 3 axes, c'est changer la loi. Changer la loi, alors il parle de éventuellement faire passer des décrets, éventuellement des lois par référendum, la convocation du Congrès, parce qu'il y a un certain nombre de verrous législatifs, notamment des lois, la loi de 2016, qui pourrait permettre une meilleure surveillance des enfants dans des familles toxiques, qui en réalité n'est pas véritablement appliquée. Mais par ailleurs, la loi du renforcement de la justice des mineurs, absolument calamiteuse, qui a été mise en œuvre sous à la fois Madame Belloubet et poursuivie par Monsieur Dupond-Moretti, là-dessus, tout cela, il faut y revenir, et donc effectivement, il propose qu'on se détache de la CEDH et de la CJE, parce qu'il dit, non pas en soi parce qu'elle pose problème, mais parce qu'elle viendrait entraver un travail de retour sur notre souveraineté législative, en particulier sur cette question de la gestion des mineurs. Après, il a 2 autres axes, qui est la prévention, encore une fois, la prévention de la violence, comme je le disais tout à l'heure, et puis un 3e axe, qui est la question de l'immigration. Absolument. Alors là, sur l'immigration, il est très clair, il faut un moratoire sur l'immigration. Tout simplement pour mettre le paquet, pour intégrer ceux qui sont déjà là, ce qui est quand même la base et le bon sens. Voilà, et il le dit à regret, parce qu'il dit, il y a, encore une fois, on est dans une famille, on n'est pas dans une culture, il y a, et il le dit, dans tous les centres éducatifs fermés où il a travaillé, il y a les jeunes délinquants, les jeunes, pour certains qui sont d'ailleurs des quasi-criminels, puisqu'ils ont ramolli d'autres camarades, qui sont de la même origine, puisqu'on a quasiment, je ne sais pas, je crois que c'est chiffres, pas dans les chiffres. Mais je crois qu'il dit qu'il n'a que 10% de jeunes dans ces centres qui sont de familles, on va dire, de Françaises de souche. Donc, pour la plupart, ils sont d'origine immigrée, souvent maghrébine, mais les éducateurs dans ces centres éducatifs fermés sont de la même origine que ces jeunes. Ils sont souvent eux-mêmes soit d'origine maghrébine, soit d'Afrique subsaharienne. Donc, on voit bien, certains sont allés vers la médiation pour aider ces jeunes et d'autres sont allés vers la délinquance. Donc, encore une fois, c'est la famille, c'est le substrat culturel. Mais, c'est la culture familiale. Mais néanmoins, il dit, les chiffres le montrent, la réalité le montre, on a un problème avec ces familles qui ont une façon clanique de se vivre. Et quand vous obéissez à la loi du clan, vous n'obéissez pas effectivement à la loi de la République, vous n'obéissez pas à la loi de l'école, parce que c'est la loi du clan qui prévaut.
et à travers non seulement ce clan, et quand ce clan, par ailleurs, est structuré profondément par une inégalité homme-femme, ça génère beaucoup plus de violence que dans d'autres cultures familiales où vous n'allez pas avoir cette matrice de départ qu'est l'inégalité homme-femme. Et ce que Maurice Berger remarque, c'est que beaucoup des enfants, des jeunes qu'il a dans ces centres éducatifs fermés, ont été témoins dans leur toute petite enfance ou dans leur petite enfance de violences du père sur la mère, des frères sur les sœurs, c'est-à-dire qu'il y a un assujettissement de la femme dans certaines cultures qui favorise aussi le passage à l'acte violent et l'expression violente. Et comme l'école ne fait plus le contrôle social qu'elle avait l'usage de faire, et que par ailleurs on vit nous-mêmes dans une société, en France, en Occident, où il n'y a plus de contrôle social dans la rue. Rappelez-vous, dans les années, enfin moi mon père me racontait, dans les années 50, si vous faisiez une bêtise dans la rue, eh bien vous pouviez avoir quelqu'un qui passait, un passant qui venait et qui vous attrapait par le col et qui vous disait on ne fait pas ça, ce qui se fait toujours aujourd'hui par exemple en Afrique. En Afrique, les enfants dans le quartier font pas n'importe quoi parce qu'il y a toujours un voisin qui regarde et qui ira répéter à vos parents ce que vous avez fait. Nous, en France, finalement, aujourd'hui, et en particulier dans les quartiers, vous aviez par exemple un des acteurs de ce contrôle social avant qui était le gardien de la rue, le gardien de l'immeuble. Dans les années 80, les gardiens ont commencé à se mettre avec des rideaux de fer parce qu'on commençait à les attaquer. Et puis, à la fin des années 90, ça a été fini les gardiens. Aujourd'hui, dans tous les logements sociaux, il n'y a plus aucun bailleur social qui a le courage de mettre un gardien dans les immeubles. Alors que ça, c'était quand même un personnage qui faisait ce qu'on appelle aujourd'hui de la médiation, mais ça ne s'appelait pas de la médiation, il n'avait pas eu besoin d'ailleurs de faire un diplôme universitaire de médiation, il faisait juste la médiation du bon sens. Or aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de contrôle social qui permet à ces jeunes, quand il n'y a pas à la maison le contrôle familial, d'être dans la société encadré, et donc c'est le laisser aller à cette violence. Et donc Maurice Berger dit, il y a, qu'on le veuille ou non, une surreprésentation de la violence et de la délinquance chez ces populations issues de l'immigration, non pas parce qu'elles sont immigrées ou parce qu'elles viennent de telle culture, mais parce que l'exil, la migration et les représentations claniques et d'inégalités hommes-femmes rendent dans certaines familles dysfonctionnantes, eh bien, les favorisent, on va dire, un cheminement vers la délinquance qui n'est pas favorisé dans d'autres schémas familiaux, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de dysfonctionnement dans d'autres schémas familiaux de gens qui n'ont rien à voir avec l'immigration. Néanmoins, il y a aujourd'hui une surreprésentation qui pose problème et on ne doit pas, on s'est beaucoup aveuglé sur beaucoup de sujets, il serait bien temps de ne pas s'aveugler sur ces sujets-là à l'avenir. Alors il y a un fait divers qui est revenu à la surface de l'actualité cette semaine, c'est la tragique histoire de cette jeune fille, Shaina, dont on a appris qu'elle avait été violée collectivement dans un de ses quartiers, et puis plus tard, sous prétexte de vagues, on va dire, de fantasmes d'une sexualité un peu exprimée, qui a été brûlée vive dans ce même quartier par des adolescents. On voit là l'état d'ensauvagement, c'est exactement dans le même contexte, on va dire, culturel qu'on a. Tout à fait, mais ce qui est triste, c'est que rappelez-vous de Sohan. Oui. Sohan, c'était déjà ça. C'était une jeune fille qui avait une vie libre et qui a voulu rompre, je crois, avec son petit copain et qui n'a pas supporté. Et il l'a brûlée dans la cage poubelle. Et ça a donné naissance ensuite à Ni pute ni soumise, qui à un moment donné a été un mouvement pour crier la nécessité d'une émancipation de ces filles dans les quartiers. Donc, le problème, c'est qu'il s'est passé plus de 20 ans entre les deux. Donc, encore une fois, on est dans un certain déni. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en plus, là, ce fait divers, on n'en a pas beaucoup parlé. On n'en a pas beaucoup parlé, mais parce qu'on s'habitue. Il y a une banalisation, tout comme d'ailleurs, on a trouvé ça à peu près banal, qu'un dealer, c'est pas parce que c'est un dealer qu'il méritait d'être mis dans un coffre, et je crois qu'on l'a brûlé, et ensuite, c'est tout juste, je crois qu'on l'a démembré. Donc ça aussi, c'est ce que dit Maurice Berger, il y a une gradation dans la barbarie aussi, dans la commission des faits, qui devrait nous inquiéter. Et on se rappelle du kidnapping et de l'assassinat barbare de Ilan Halimi. Ilan Halimi a été torturé sans raison. C'était sans raison, mais c'était véritablement... Parce qu'il était juif. Non, il était juif, bien entendu, mais je veux dire, on ne l'avait pas torturé pour qu'il avoue quelque chose. Non, bien sûr. Il a été torturé parce qu'il était juif, bien sûr, mais ensuite, dans le procès, on a aussi entendu qu'en fait, il était torturé parce qu'il y avait une espèce de jouissance à faire mal à une proie qu'on avait là et qu'on avait complètement déshumanisée. Donc, on voit bien que là, on a un véritable problème qui est un problème majeur, culturel, et qu'effectivement, le moratoire sur l'immigration est un des éléments, mais ça n'est pas un seul outil. Il y a tous les autres outils à mettre en œuvre, et celui qui dira moratoire sur l'immigration et on va résoudre tous les problèmes, certainement pas. C'est un postulat à long terme. Mais il faut travailler effectivement à l'intégration, à l'assimilation de tous ceux qui sont là. Et encore une fois, on peut s'appuyer sur toutes ces populations
issus de l'immigration ou même récemment immigrés qui se sont intégrés, qui s'intègrent et qui peuvent justement servir de modèle pour tous ceux qui ont été aussi abandonnés par notre société occidentale, qui est la société du confort, de l'argent facile, des TikTok et des réseaux sociaux où on vous fait croire finalement que vous pouvez réussir en devenant influenceur, alors que finalement, c'est pas comme ça que vous allez donner un sens à votre vie. Michel, vous vouliez ajouter quelque chose? Rien. Ben voilà, Barbara, c'était parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un bonheur d'être tous ensemble et d'avoir, à l'occasion des sorties de la revue, de se retrouver vraiment tous ensemble autour d'une table comme ça. Merci. On va échanger dans un instant, c'est très important. On va échanger avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Vous vous souvenez, c'est cet ancien capitaine de gendarmerie, enfin à la retraite, on va dire. Eh bien, c'était l'auteur de cette tribune très remarquée des militaires qui appelait à un retour à l'honneur de nos dirigeants et qui nous prévenait à l'époque d'un risque d'embrasement dans les banlieues qui obligerait peut-être l'armée à intervenir. Eh bien, nous allons parler avec lui de cette idée d'envoyer l'armée dans les banlieues. C'est un sujet qui monte néanmoins depuis longtemps, puisque souvenez-vous, déjà Samia Ghali, élue socialiste marseillaise, appelait au secours l'armée. On va regarder une vidéo qui nous rappelle les faits et qui se termine d'ailleurs par la réponse du gouvernement sur ce sujet avant de retrouver Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Face à une situation insupportable, il faut des moyens colossaux, il faut des moyens forts. Je sais que c'est choquant, mais à un moment, il faut accompagner la police. Et si les moyens de la police ne sont pas suffisants, oui, si l'armée doit venir en aide à la police, il n'y a pas de honte à demander réclamer à ce que l'armée vienne accompagner la police pour désarmer ces cités qui en ont bien besoin. Nous sommes ancrés à la France. Et donc, il m'apparaissait très important qu'à un moment donné, nous soyons la sentinelle avancée de notre pays pour dire voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qui ne va pas, et si nous ne faisons pas l'effort suffisant, si nous ne prenons pas les mesures adéquates, à terme, nous risquons d'une disparition de notre pays. Ce qui a été demandé par la ministre Florence Parly et par le chef d'état-major des armées, c'est que soit étudiée la possibilité de les radier des services, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus généraux en deuxième section, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus rappelables dans l'armée d'active. Ils n'auront plus le droit, si cette sanction est prononcée, de porter l'uniforme. Bonsoir Jean-Pierre Bernadac, ancien capitaine de gendarmerie, auteur de la tribune très remarquée des militaires il y a quelques mois. Jean-Pierre, je disais à l'instant que ce n'est pas un phénomène nouveau d'en appeler à l'armée. Je voulais aussi vous entendre sur un point. Est-ce que pour vous, il y a toujours un risque d'embrasement des quartiers, ces fameux 150 territoires perdus de la République? Vous en parlez avec Georges Kousmanovic dans ce numéro de Front Populaire. Est-ce que c'est toujours plus que jamais d'actualité? Alors, si vous permettez, je vais commencer d'abord par une chose à laquelle je tiens. Je voudrais remercier Michel Onfray, parce qu'il est une des rares personnalités à avoir soutenu cette lettre, qui n'est pas la lettre des généraux d'ailleurs, mais c'est une lettre au gouvernant. Et j'ai remarqué que ni dans l'Assemblée nationale, ni évidemment au gouvernement, où là on a été insulté, traité plus bactère, personne ne l'a fait. Voilà. Alors je voulais le faire parce qu'il est à côté de vous et je voulais lui dire chapeau parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Alors si vous voulez, je vais répondre maintenant à votre question. Le problème, il est que nous avons un pourrissement qui est un pourrissement lent, mais qui est un pourrissement sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment ce pourrissement, on pourrait l'arrêter. Et j'ai entendu ce que disait Barbara tout à l'heure, je ne suis pas totalement d'accord avec elle, notamment sur le problème de la culture. Je pense que derrière, il y a un problème de culture. Mais je pense surtout que le problème des territoires de la République qui sont en train de partir ne sont plus simplement dans les grandes villes, et c'est ça qui montre que le pourrissement est en train de devenir de plus en plus conséquent. Moi, j'ai par exemple été et vécu pendant 3 ans à côté de Bergerac, qui est une petite ville dans la Dordogne de 25 000 habitants. Eh bien, dans cette petite ville de 25 000 habitants, il y avait un quartier sensible où il se passait constamment, chaque semaine, quelque chose, et chaque semaine, il y avait des interventions de la police municipale, et un ras-le-bol des gens. Donc, on voit bien que nous sommes dans un cadre qui, comme un espèce de rouleau compresseur, tout doucement, mais de manière inexorable, continue à avancer.
Alors, Michel, vous dites souvent que justement dans ces quartiers, on ne veut pas traiter le problème et qu'on préfère acheter la paix sociale en fermant les yeux. Oui, bah, effectivement. D'abord, je voudrais remercier le capitaine de son merci. Ça me touche beaucoup parce que moi, je pense qu'effectivement, il a raison. Il y a peu de philosophes qui soient capables de comprendre le réel. Les philosophes sont plutôt soucieux d'idées générales, de concepts, etc. Alors que la réalité d'un gendarme, la réalité d'un militaire, la réalité d'un policier, c'est pas du tout la réalité des philosophes. Et moi, je suis parmi les philosophes de ceux qui pensent qu'effectivement, il faut d'abord penser le réel plutôt que de penser les idées. Donc, je sais ce qu'on doit à l'armée, je sais ce qu'on doit à la police, et j'ai toujours l'occasion de dire tout le bien que je pense de ces gens et être à leur côté quand ils sont insultés, méprisés, etc. D'ailleurs, la tribune avait été salie par des gens qui disaient que les militaires menaçaient d'intervenir si vraiment les choses ne changeaient pas, parce que les militaires n'ont jamais rien dit, n'ont pas demandé. Ils pensent correctement, ils écrivent correctement. Pour eux, le langage n'est pas une fin en soi, mais ils maîtrisent une langue française qui leur permet de dire les choses très précisément. Et ils ont dit, s'il vous plaît, faites quelque chose, sinon, un jour, nous serions obligés d'intervenir. Et si nous devions, par malheur, intervenir, eh bien, effectivement, ce que fait l'armée, c'est pas de la médiation sociale. Et donc, j'ai trouvé qu'il fallait évidemment soutenir cette tribune. De fait, il y a cette façon pour le gauchisme culturel, dont nous avons beaucoup parlé, de croire que le réel est moins important que l'idée qu'on s'en fait. Donc effectivement, il n'y a pas de délinquance, il y a des sentiments de délinquance d'une certaine manière, il n'y a pas d'insécurité, il y a des sentiments d'insécurité. Et en fait, on ne voit pas les choses telles qu'elles se passent et on dit, mais non, pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose puisqu'il n'y a rien? Passez votre chemin, il ne se passe rien d'important. Alors on a les discours du genre c'était comme ça au siècle dernier, c'est pas plus grave que ça, c'est parce qu'on met la caméra des infos en continu sur ce sujet-là que vous avez l'impression qu'il n'y a que ça. Enfin, cette façon de dire on ferme les yeux, on laisse faire. Ces territoires perdus de la République, il n'est pas question qu'on ait envie de les reprendre, on vous les laisse, pourvu que vous ne fassiez pas la loi ailleurs. Restez là où vous êtes. Les riches sont dans les beaux quartiers, les gens qui ont les moyens sont aussi dans des quartiers à peu près préservés. Il suffit de regarder les cartes de la délinquance et les cartes du coût au mètre carré quand on veut acheter un appartement. Il suffit de regarder l'immobilier, le prix de l'immobilier, ça coïncide beaucoup avec la question de la sécurité et la question de l'insécurité. Donc effectivement, cette façon de dire, mais non, il n'y a pas de problème, c'est une façon d'enterrer la question, de croire du moins l'enterrer, mais finalement on n'enterre rien du tout. Si on ne fait rien, ça continue. Les gens qui ont un quartier n'ont pas envie de se contenter de ce quartier. C'est ce que disait tout à l'heure le capitaine, c'est-à-dire qu'à Bergerac, par exemple, et dans plein d'autres endroits en France, il y a des zones dans lesquelles, effectivement, le droit ne fait plus la loi et dans lesquelles rien n'est fait, si ce n'est acheter la paix sociale en disant on va vous construire une mosquée, on va vous construire un stade de sport, on va vous construire une médiathèque, on va vous construire, enfin, toutes choses qui font qu'on apporte de l'argent, en disant voilà les infrastructures. Moi, je parle souvent de mon village natal à Chambois, mais je dis, mais quand on est dans la ruralité, on n'a pas autant d'argent. Il y a vraiment que dans les milieux urbains que la délinquance se concentre, et en fait, on nourrit tous ces gens-là en leur disant voilà de l'argent, mais surtout ne débordez pas, surtout ne venez pas dans nos centres-villes. Laissez-nous faire. Alors, mon capitaine, est-ce que vous partagez cette idée de Michel? C'est ce que vous entendez dire aussi de certains de vos anciens collègues. On achète la paix sociale et finalement on peut aller réprimer dans les villages, on va embêter un patron de bistrot qui ne sera pas assez vigilant sur le pass sanitaire, mais en revanche on fermer les yeux là où il y a des problèmes sérieux. Oh, je suis totalement d'accord, mais je pense que ça va même plus loin. Je pense, et écoutez, vous savez, il y a un point important, c'est que les militaires à la retraite sont des gens qui ont des liens très forts avec les militaires d'active. On veut vous faire croire l'inverse, c'est pas possible, pour deux raisons. La première, c'est que un jour, un militaire d'active, il sera à la retraite, et il le sait. La deuxième, c'est qu'il y a une fraternité d'armes chez nous. Il y a une chose en commun, c'est l'amour du pays. On met notre vie en jeu, on a mis notre vie en jeu à cause de l'amour du pays. Donc c'est évident que je sais ce qui se passe. Alors je dis pas que c'est la panacée, je dis pas que je suis au courant de tout, mais je sais ce qui se passe. Alors pour répondre, je vous disais, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les gens qui répriment, les gens qui arrêtent,
ont la peur au ventre parce qu'ils se font insulter, mépriser, cracher dessus. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, quand on mettait quelqu'un en garde à vue, on n'avait pas besoin de mettre une caméra. Aujourd'hui, on met des caméras dans la salle de garde à vue parce qu'on sait très bien que sinon, on va avoir des insultes, on va avoir des coups, la personne en question va se blesser volontairement de telle manière ensuite à pouvoir dire que c'est la gendarmerie ou c'est la police qui a fait ça. Et petit à petit, la structure gendarmique, la structure policière doute. Elle doute de ses chefs, elle doute surtout des politiques. Les politiques sont méprisés totalement et le problème, c'est qu'elle doute en fin de compte de son utilité. Et c'est ça qui est grave. Un petit détail peut devenir quelque chose d'énorme s'il n'est pas traité à la base. Et là, le problème, c'est qu'il n'est plus traité à la base. Alors, dans Front Populaire, dans l'entretien que vous avez avec Georges Kuzmanovic, on apprend que l'Union européenne commence à envisager des scénarios de guerre civile, je devrais dire des scénarios de guerre civile, et qu'une de ces agences y réfléchit. Je voulais vous poser une question un peu vicieuse, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'une des agences de l'Union européenne réfléchisse et puisse aboutir à un début de réponse? Vous savez, je vais le dire d'une certaine manière ironique, quand l'Union européenne commence à se pencher sur un problème, c'est que généralement, malheureusement, le problème en est arrivé à un tel niveau qu'elle peut toujours se pencher, on va basculer. Et le problème aujourd'hui de la guerre civile, moi je dirais de l'explosion, je ne sais pas s'il y aura une guerre civile, mais je dirais de l'explosion, d'une explosion sociale, d'une explosion culturelle, d'une explosion religieuse, qui est à peu près la même d'ailleurs. Hein. Je pense qu'elle est aujourd'hui malheureusement évidente. J'ai attiré l'attention, et Michel l'a très bien dit, sur le gouvernement. J'ai demandé au gouvernement, j'ai imploré le gouvernement de faire attention à ça. Qu'est-ce qu'il a répondu? Les insultes. Très bien, continuons. Je vais vous dire, ça va se chiffrer bientôt en mois ou en quelques années où cette explosion va arriver. Vous avez un livre sur lequel je ne suis pas toujours d'accord, mais de Oberton qui s'appelle Guérilla. Et Oberton dit bien comment ça pourrait se produire au début. Vous avez une voiture de CRS qui arrive dans un quartier. Face à cette voiture de CRS, vous avez 4 ou 5 CRS à l'intérieur. Vous avez 20 sauvageons, hein, je préfère le mettre entre parenthèses, 20 sauvageons qui arrivent et qui s'en prennent aux flics, puisque aujourd'hui, s'en prendre aux flics, c'est plus un problème. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vont faire ces policiers qui sont des hommes? Ben, ils vont prendre peur. Et quand vous prenez peur, bien si vous avez une arme, vous sortez votre arme. Et si ils tirent, s'ils tuent 2 ou 3 de ces sauvageons, je vous laisse deviner ce qui va se passer par la suite et l'ampleur que ça peut prendre. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'il va y avoir une action, une réaction, une nouvelle réaction, et ainsi de suite. On va mettre le feu à des églises, on va mettre le feu à des mosquées. On va petit à petit arriver à ce face-à-face. Et pour l'instant, l'État, il paye de telle manière à ce que ceci n'arrive pas. Depuis 2005, ça n'est plus arrivé. Mais je crains fort que le phénomène de payer ne soit pas essentiel. Avant la délinquance était une délinquance qui critiquait l'État, mais qui critiquait pas la France. Les grandes mafias, les grands mafieux corses ou autres, bon, ils critiquaient évidemment l'État, mais ils critiquaient pas la France, et puis surtout, bon, ils voulaient s'en mettre plein les poches. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette critique de la délinquance, elle se fait face à notre pays. Ils haïssent, ils méprisent notre pays. Et ils n'ont peut-être pas tort d'ailleurs, parce que le pays est méprisable aujourd'hui. Pas le pays en lui-même, mais l'État et le gouvernement en lui-même. Et c'est là où, à un moment donné, on va avoir 2 forces qui vont se rencontrer, qui vont se pulvériser, qui vont lutter l'une contre l'autre. Et c'est ça qui m'inquiète énormément. Et je vous dis, moi, je vois ça de manière inéluctable parce que derrière tout ça, il y a quand même des choses ahurissantes. Je vais vous prendre un exemple.
Alors, Jacinda Ardern, c'est pourtant la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Jacinda Ardern a dit, vous avez vu qu'il y a eu un attentat d'un islamiste, appelons les mots par les mots. Eh bien, voilà ce qu'a dit Jacinda Ardern. Ce qui s'est passé était ignoble. Jusque-là, on est d'accord. Mais ce n'était représentatif d'aucune religion ni d'aucune communauté. Moi, je vais vous dire, c'est les talibans qui ont gagné quand j'entends cette phrase. Deux questions à vous poser en tant que professionnel de la sécurité, en tant qu'ancien gendarme. Est-ce que vous pensez que la situation est désormais... c'est trop tard, en gros, pour parler un peu brutalement. Est-ce que c'est trop tard? Et qu'est-ce qu'il en est exactement de ce fameux plan Ronce dont on a beaucoup parlé l'hiver dernier, où on disait qu'une partie de l'armée avait commencé à réfléchir à des scénarios de reconquête des territoires perdus de la République. Est-ce que ça existe, ce plan Ronce? Est-ce qu'il existe vraiment? Et est-ce qu'il est trop tard pour déclencher le plan Ronce? Alors, bon, c'est Zemmour qui a sorti ça. Alors, je vais vous dire, vous savez, l'armée, elle réfléchit à tout. C'est son rôle. Elle réfléchit et il est évident qu'elle n'a pu que réfléchir à ça. Elle n'a pu que réfléchir à ça. D'ailleurs, nous avons eu bien avant ce qu'on a appelé la défense opérationnelle du territoire. C'est-à-dire qu'on savait très bien que sur le territoire, il pouvait y avoir, à un moment donné, un ennemi. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi, ou peut-être à l'intérieur du territoire. Mais je peux vous le dire, sans vous donner de secret particulier, évidemment que l'armée a réfléchi à ce problème. Évidemment. D'accord. Michel, vous aviez entendu parler de ce plan Ronce aussi. Est-ce que c'est pas nécessairement une bonne nouvelle d'envoyer l'armée dans les banlieues? On sait que d'abord ce n'est pas leur fonction. L'armée sert à intervenir sur des territoires extérieurs, vous le disiez à l'instant. Et puis ça fait pas dans la nuance. Une armée qui débarque dans les banlieues, ce n'est pas fait pour faire de la frappe chirurgicale, contrairement à ce qu'on nous raconte. Non, non, ça c'est sûr. Le métier de soldat est un véritable métier. Ils ne sont pas là non plus pour faire éventuellement le travail de la police. S'il y a la police, s'il y a la gendarmerie, s'il y a l'armée, c'est qu'effectivement il y a à chaque fois des fonctions qui sont différentes. Mais je souscris absolument au propos du colonel, parce que je pense effectivement qu'on répand de la poudre. Vous avez pris du galon, hein, vous avez pris du galon, capitaine. Qu'on m'excuse, je n'ai pas une connaissance. J'ai fait un court service militaire, j'ai été réformé pour des raisons de santé, je n'ai pas tiré au flanc, j'avais des raisons hélas de santé qui ont fait que je ne suis pas allé très loin dans mon service militaire. Mais on répand de la poudre un peu partout, et il suffira d'une étincelle, il suffirait d'une étincelle. C'est un peu comme, enfin comparaison n'est pas raison, mais je veux dire quand Adolf Hitler nous dit ce qu'il va faire en 1924, c'est étonnant que les gens attendent 1939 pour comprendre que la chose avait été annoncée. Donc on ne fabrique pas des armements sans un jour faire la guerre, ça paraît évident. Donc là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on répand de la poudre, consciencieusement, on en met partout, et après il faudra une étincelle, mais pas grand-chose, vraiment une étincelle. C'est-à-dire qu'on nous dit aujourd'hui l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Aujourd'hui, toute la presse bien pensante estime que quiconque ne pense pas leur sottise est un homme de droite est donc d'extrême droite, et un extrême droite est un fasciste, l'affaire est réglée. C'est l'histoire du berger qui appelle au loup, il n'y a pas de loup, tout le monde vient, puis à un moment donné, ils viennent plus, et puis les loups arrivent un jour, et le berger, il se fait manger. C'est exactement la même chose, parce que si un jour, des vrais gens d'extrême droite, la vraie extrême droite, hein. C'est-à-dire il faut relire Brasillac, Rebatté, Petitjean, enfin tous les gens qui ont été vraiment des penseurs, des acteurs ou des théoriciens de l'extrême droite. Si vraiment des gens d'extrême droite décident un jour de faire, je dirais, une espèce de Bataclan à l'envers en disant, eh bien, on a des Kalachnikov, on va descendre dans une mosquée, on va rafaler 20 personnes qu'on va tuer, je ne pense pas qu'on aura des gens qui diront à leur tour, qui publieront des livres en disant, vous n'aurez pas ma haine. Je pense effectivement que l'équilibre de la société française est extrêmement fragile, et que le premier qui ne se contenterait pas de mettre une tranche de jambon sur une mosquée en construction, je ne dis pas qu'il faut faire ces sottises-là, c'est une bêtise absolue évidemment, mais quand on estime que c'est le fin du fin de l'action fasciste d'extrême droite, on se dit mais vous ne savez pas ce qu'est l'extrême droite. Vous criez au loup en la voyant partout, cette extrême droite, mais si un jour un commando de 50 personnes en France a décidé effectivement de ravager la France est en état de tomber.
C'est extrêmement facile, il suffit effectivement de rafaler quelques individus pour monter la France entière contre une autre partie de la France, et à ce moment-là, effectivement, on appellerait, je parle au conditionnel, hein, je n'aspire évidemment pas à ça, mais on appellerait l'armée, et alors là c'est terrible, parce que pour le coup on n'aurait pas juste des sentiments d'insécurité, mais on aurait du sang versé. C'est-à-dire que c'est ça qui est sidérant chez les chefs d'État qui se remplacent depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est qu'ils jouent avec le feu. C'est que cette façon d'arriver à Marseille et puis d'aller prendre le thé avec des gens du quartier en estimant Après avoir fait nettoyer le quartier. Bien sûr, enlever les poubelles, repeindre, etc. etc. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ces gens sont totalement inconscients. Il suffit de pas grand-chose pour qu'effectivement, ce qu'on peut franchement appeler de la guerre civile, hein, c'est une partie de la France qui assassine une autre partie de la France, c'est la définition de la guerre civile. Je ne dis pas qu'elle est là, mais je dis que tout est fait pour qu'elle soit susceptible d'arriver, qu'il suffirait de très peu de choses. Et hélas, dans les 7 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, je pense qu'il y a des gens qui sont des stratèges de l'extrême droite, des théoriciens de l'extrême droite, des gens qui sont des tacticiens de l'extrême droite, qui ont compris qu'effectivement, s'ils lancent quelques étincelles sur ce territoire rempli de poudre, alors je ne pense pas qu'on sera en train de se demander si Zemmour est supérieur à Le Pen, s'il faut voter Macron au second tour ou ce genre de choses, parce que là, pour le coup, les militaires ont raison de l'avoir dit, ce sera terrible. Alors, est-ce que vous êtes d'accord en conclusion tous les deux pour dire que la sécurité, le droit à la sécurité, qui est le thème, encore une fois je le redis, ça sort demain en kiosque, en librairie et vous pouvez vous y abonner, est-ce que vous pensez que c'est un thème majeur, fondamental pour l'élection qui s'approche? Je vous laisse répondre. Alors écoutez, vous savez, si vous reprenez sur nos frontispices, sur les mairies, liberté, égalité, fraternité, vous vous apercevez que la liberté n'existe et l'égalité n'existe qu'à partir du moment où déjà il y a la sécurité. Comment voulez-vous qu'il y ait la liberté si dans la sécurité fait que à 20h ou à 23h, il y a un couvre-feu et qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir? Comment voulez-vous que l'égalité soit là à partir du moment où des gens peuvent se permettre de faire un certain nombre d'infractions et ne pas se trouver en prison après la 45e infraction? Donc déjà, ça me paraît très grave par rapport à la notion de République. Et en plus, évidemment, la fraternité, dans ce cas-là, n'existerait absolument pas. Donc, ça va être un thème majeur. Alors, on va lancer évidemment des garde-fous, on va parler d'écologie, on va parler, enfin d'une écologie un peu spécifique, on va parler je sais pas moi, de problèmes autres, mais le problème là, je peux vous dire que les gens le ressentent, parce que le problème n'est pas simplement l'agression, le vol, le meurtre. Le problème, il est tous les jours en bas des immeubles HLM ou en bas d'un parking ou à côté d'une petite maison. Parce que là, la personne qui se fait cambrioler, mais c'est un drame d'être cambriolé. C'est quelque chose de très frustrant d'être cambriolé. Vous avez l'impression qu'on a violé votre intimité. Et donc, tous ces gens, non seulement ils le savent, non seulement ils le disent à leurs amis, à leur famille, mais petit à petit, ce halo de dire on n'en peut plus est en train de continuer et s'étend de plus en plus. Alors, pour l'instant, il y a les médias qui jouent un jeu terrible en disant silence, c'est pas important, tout ça, c'est pas important. Alors, il y en a, comme les moutons dont parlait tout à l'heure Michel Onfray, qui disent oui, ça ne doit pas être important. Mais je pense quand même qu'il y a de plus en plus une visualisation, une réalité qui se fait jour. Et cette réalité, les hommes politiques, enfin, commencent à la voir, même si pour moi, c'est trop tard. Parce que de toute façon, ils ont un tel désamour du monde, du peuple, que ça sera très difficile pour eux, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, de ce que vous voulez, à partir du moment où il y a ce désamour. Et c'est pour ça que l'armée a une importance. Parce que l'armée, je crois que c'était en 2018 ou 2019, il y a eu un sondage donnant 98% de gens disant l'armée est une institution essentielle. Et vous avez vu que dans le sondage qui a suivi la lettre, on avait pratiquement 60% de gens pour nous, et on avait même des gens, mais je crois qu'ils n'avaient pas réalisé, mais on avait même des gens qui, à 49%, disaient « rien à foutre des politiques, l'armée n'a qu'à intervenir », c'est-à-dire la moitié de la population française. Donc je pense que
je vais aller très loin, mais l'élection présidentielle sera un épiphénomène. Que ce qui se passera après sera très important. Et là, ça ira très mal. Michel? Ah mais moi je souscris absolument. Absolument. Je voudrais vous remercier de nous avoir presque offert la conclusion parce que vous avez rappelé que la sécurité, c'est la liberté, quelque part, que sécurité est liberté. Et pour vous raconter une petite anecdote, c'était une autre possibilité pour nous de titrer ce magazine, tant la question de la sécurité est mère de la question de la liberté. Merci beaucoup Jean-Pierre Fabre-Bernadac. On va se quitter, Michel. Je voudrais remercier toute l'équipe de Front Populaire, Constance Gournay, Stéphane Germain, Jean-Baptiste Roch, Maxime Le Nagar, Quentin Rousseau, Jean-Yves Lemoine, Dorothée Schwartz, Bertrand Guyot, etc. Et toutes les nombreuses plumes qui ont rendu possible ce nouveau numéro, c'est le 6e numéro de Front Populaire. Merci à tous. L'année va être chargée, la question de la sécurité va être posée de nombreuses fois. Ne laissez pas votre attention détournée de ce qui doit être le bilan aussi de ces années Macron. Merci à vous, merci à tous.